Salut à tous et bienvenue dans Blooper. Aujourd'hui c'est Top Pick, le seul podcast où on juge des ados en sueur comme si on gérait une franchise NBA depuis notre canapé. Aujourd'hui on va sortir les louanges, on va faire place au confetti et on va dire « Waouh, ils ont bossé eux !» parce qu'on va parler des 3 équipes qui ont frappé fort à la draft NBA 2025. Je vais pas vous parler de ceux qui ont drafté un pivot shooter de Détroit parce qu'il a un bon moteur. Non, pas de ce genre de blague. On va parler des franchises qui ont coché des cases, qui ont ciblé juste et qui ont envoyé un signal fort. Au programme aujourd'hui, on va commencer par les Spurs. Eux, ils continuent leur plan Marvel autour de Wemby. Ensuite, je vais vous parler du Heat, qui visiblement a trouvé un autre jeune prêt à suer sang et culture. Et enfin, je vous parlerai des Hawks. Ouais, c'est incroyable mais vrai, mais ils ont fait un choix de draft logique cette année. Allez, maintenant, installez-vous confortablement, hydratez-vous, et c'est parti pour ce débrief 100% bon élève de Top Pick. Blooper. Bon, la famille, on va parler des Spurs. D'abord, je vais vous présenter un petit peu leur saison 2024-2025. Je vous souhaite bon courage, parce que entre vous et moi, suivre cette équipe, c'est un peu comme essayer de méditer au milieu d'un concert de métal. Faut avoir la zen attitude d'un moine bouddhiste et la résilience d'un supporter du FC Metz. Bilan, 34 victoires et 48 défaites. Ouais, en langage Spurs, ça veut dire pas mal, mais pour une équipe en mode pré-contender. Ils finissent 13e à l'ouest, soit un joli entre-deux entre on rate le play-in et on est assez nul pour tanker proprement. C'est comme arriver à un buffet et ne trouver que des feuilles de salade. On reste sur notre faim quoi. Côté attaque, c'est les 19e avec un offensive rating à 112.5. Pas ouf, mais bon, techniquement, ils ont réussi. C'est un peu comme avoir le bac avec 10,1 sur 20. T'es officiellement diplômé, on va pas chipoter. Par contre en défense, la défense. C'est l'endroit où ils ont pris l'air. Ils ont ouvert les portes. Il y avait même happy hour dans la raquette. 25e place en defensive rating. Autrement dit, c'était open bar pour l'adversaire. Un shoot ouvert acheté, un layup cadeau. C'est ça la mentalité chez les Spurs l'année dernière. L'impression que les Spurs jouent avec un panneau cible dans le dos. Le net rating est à moins 2,8. Pas la catastrophe, mais bon, c'est comme courir un marathon, sauf que t'arrives souvent en dernier, essoufflé. Donc non, c'est pas encore la grande époque de Pop, Manu, Tony et Tim, à jouer à qui fait la passe la plus intelligente. Non, là c'était plutôt qui rate le moins ses switches défensifs. Mais bon, on sent que ça peut venir quand même. Il y a Wemby qui est là et qui grandit, il y a des flashs d'avenir. Et Pop se dit sûrement tous les matins, je suis pas revenu pour perdre contre Houston, bordel. Maintenant on va voir le roster. Coach Pop il avait une équipe jeune, pleine de talent. Mais avec l'organisation défensive d'un tournoi U13, pas ouf quoi. Au poste 1, ils ont quand même récupéré De'Aaron Fox à la trade deadline, la fusée de la team. Le mec qui court plus vite que ses coéquipiers, même quand il marche. Sauf que parfois il fonce tellement vite que ses coéquipiers se demandent « Mec, mais t'es où là ? On t'a perdu !» Et derrière t'as Blake Weasley. Ça c'est un projet. Un peu comme un stage de survie pour apprendre à ne pas perdre le ballon. Au poste 2, c'est la Startup Nation. Stephen Castle. Et derrière, Malachi Branham et Julian Champagny. Stephen Castle, c'est une très bonne saison, clôturée par le Rookie of the Year. C'est un espèce de Marcus Smart en mode plus calme et meilleur en attaque. Un vrai défenseur hors pair. Branham, c'est le gars qui alterne entre 20 pions et 4 tirs dans la tribune. Trop irrégulier. Et Champagny, c'est l'eau pétillante au resto. Pas indispensable, mais ça rafraîchit. Au poste 3, c'est Vassell et Keldon Johnson. Un sniper et un buffle. Vassell, il est précis, mais pas quand il pleut. Il est trop irrégulier. Johnson, lui, il est toujours à fond. Il a un moteur dingue. Il attaque le cercle comme s'il avait un compte à rendre. Donc c'est toujours efficace et on sait ce qu'on va récupérer de son apport. Au poste 4, c'est Jeremy Sohan, la polyvalence incarnée. C'est le caméléon défensif qui change de rôle comme de chemise. Par contre, en attaque, c'est un peu brouillon. Et enfin, au pivot, c'est le big boss, Victor Wemby, l'alien. Il joue pivot, ailier, meneur, tour de contrôle. Le mec te fait des contres en reculant et des shoots à 9 mètres. C'est pas du basket, c'est de la science-fiction.
Les Spurs, il y a quand même eu des points positifs cette année. Déjà, l'attaque, elle est collective et propre. Ils sont 9e au niveau des passes décisives. C'est un peu comme une partie de Uno où tu passes beaucoup la balle, mais après, bon, faut quand même apprendre à finir la partie, quoi. Ensuite, la défense intérieure. Presque une muraille, 3e au contre. On peut dire merci Wemby. Le gars te bloque des tirs juste en levant le bras. Il arrive même à bloquer des tirs à 3 points en restant dans la raquette, c'est incroyable ce gars. Ensuite, il y a le banc qui a été plutôt productif. 4e au niveau du scoring. Ouais, quand les titulaires sont à sec, les remplaçants relancent la machine et ça c'est bon signe pour une équipe. Et enfin, il y a un groupe de jeunes qui poussent bien. Wemby, Castle, Sohan. Encore 2 pics cette année. Il y a de la longueur, du talent et du profil moderne. Et surtout, t'as Wemby qui est là. Le vrai franchise player. La star. La tour de contrôle d'une équipe qui commence à se construire autour de lui. Et ça, un joueur comme ça, très peu de franchises en ont. Bon, on a fait les points positifs. Maintenant, on va quand même voir ce qui était négatif dans la saison des Spurs. Déjà, la défense extérieure. Un vrai open bar. 23e au pourcentage à 3 points des adversaires. Tu peux te shooter tranquille, personne te regarde. Dans un fauteuil. Ensuite, les pertes de balles, elles étaient trop nombreuses. On veut jouer vite, mais il faut pas non plus jouer en mode patate chaude à chaque passe. Ensuite, il y a eu Pop, l'épisode Pop, qui a été délicat pour les Spurs à accepter. Mais on sent que le travail a été fait et que la relève est là. Et enfin, t'as les blessures. L'infirmerie des Spurs a été la boîte la plus fréquentée de San Antonio apparemment. Bref, les Spurs, ils ont quand même des besoins. Le premier pour moi, c'est de la défense extérieure. Il leur faut un stopper long, mobile, capable de switcher et qui adore gâcher la soirée de l'adversaire. Ensuite, il faudrait de la rotation à l'intérieur. Derrière Wemby, c'est un peu le désert. Il faut un gros bras qui protège la raquette, qui prend des fautes, qui fait des tâches ingrates. Et enfin, je pense qu'il leur faut un créateur ou un shooter extérieur. Poste 1, 2, 3. Un gars avec une mécanique propre, fiable et un minimum de défense. Parce que là, le shoot à 3 points, c'est comme un message en vue. Tu vois la balle partir, mais elle rentre rarement dedans. Maintenant, la vraie question, c'est qu'ont fait les Spurs à la draft 2025 ? Parce qu'à San Antonio, la draft, c'est une religion. Chaque année, on en fait la tunique de druide. On allume de l'encens, on invoque les esprits de Manu et Kawhi, et on espère un miracle. Alors là, mes amis, je vous le dis, levons nos verres pour Dylan Harper, le numéro 2 de la draft. Physiquement, c'est pas un petit chaton. 1m98, 99 kg et une envergure de 2m08. Il joue poste 1, poste 2. Et sur le terrain, c'est un combo guard technique. C'est un couteau suisse, ce qui est rare et précieux en NBA. Il sait se créer son propre shoot, mais surtout, il est très bon pour créer pour les autres. Un maestro au niveau du pick and roll. Le pick and roll, c'est ce mouvement où un gars pose un écran et le meneur décide. Je shoot, je passe ou j'attaque. Harper, lui, il maîtrise ça comme un chef d'orchestre. Il sait quand accélérer ou quand faire la passe D. Et la finition au cercle dans tout ça ? C'est pas la danse de salon. Non. Il attaque avec force et détermination à chaque fois. Tu sens qu'il a un physique NBA ready et qu'il a pas peur du contact. Bon, après, comme tout rookie, il a quand même des choses à travailler. Son tir extérieur déjà, c'est pas encore un sniper. C'est un peu comme ce pote qui te promet de t'entraîner au tir, mais en fait qui préfère manger des pizzas devant Netflix. Ensuite, défensivement, il peut parfois oublier qu'il doit défendre loin du ballon aussi. Et parfois, on peut même l'imaginer se dire « Ah merde, fallait que j'aille défendre !» mais que c'était trop tard. Si on devait le comparer, pour moi, c'est un mélange entre Jalen Brunson, James Harden et Cade Cunningham. Rien que ça. Brunson pour le rythme posé, Harden pour la papate gauche et Cade pour la taille et la vision de jeu. Bref, un cocktail vraiment prometteur, un joueur complet, prêt à accompagner Wemby dans la conquête du Texas. On imagine déjà la synergie. Pendant que Wemby fait des contres et des dunks, Harper orchestre la chorégraphie offensive. Un duo technique, puissant et super excitant. Ensuite, avec le pick 14, les Spurs ont pris Carter Bryant, un ailier 3&D, le type de joueur qu'on adore dénicher. Lui, il vient d'Arizona, il a 19 ans, il fait 2m03, 98 kg et il a une envergure de 2m13. Parfait pour gêner les adversaires. Son gros point fort à lui, c'est la défense. Il défend dur, il est solide, il recule pas devant les stars adverses. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la QV. Et ça, c'est précieux, parce qu'à San Antonio, on avait clairement besoin d'un gars qui aime fermer les robinets à 3 points. Son tir extérieur est plutôt propre, mais c'est pas encore un tir de franchise. C'est pas un sniper quoi. C'est plus le gars qui plante 35% à 3 points,
mais quand même avec un bon volume, ce qui peut faire pas mal de bien dans la durée, et on sait qu'il peut s'améliorer, il a un bon geste. C'est un joueur qui connaît son rôle en plus, pas du genre à demander la balle tout le temps, mais qui est prêt à faire les efforts invisibles, les courses, les rechanges, les écrans. Un vrai gars d'équipe et un vrai travailleur. Si on devait le comparer, pour moi c'est un mélange entre Trey Murphy, Tari Eason et Marvin Williams. Du 3&D pur. Utile, pas spectaculaire, mais indispensable dans une équipe ambitieuse. C'est un gars qui peut te faire dérailler les plans adverses, ralentir le meilleur scoreur extérieur et offrir un spacing correct. Allez, maintenant la famille, on va parler du deuxième lauréat, le Miami Heat. Pareil, je vous fais une petite présentation de leur saison 2024-2025. Imagine une série Netflix avec un super casting, mais au final une saison un peu bof. On sent le potentiel, la fameuse Heat culture est là, mais au final, 10e à l'Est, 37 victoires et 45 défaites. On a cette envie de dire c'était pas mal, mais on s'attendait à mieux quand même. Côté stats, c'est un peu le grand écart. Ils ont une défense solide, avec le 9e defensive rating, 112,9 points encaissés pour 100 possessions. Spoelstra qui fait encore du Spoelstra. Ça switch, ça communique, ça gratte des stops. Bref, ça défend vraiment sérieux. Par contre, en attaque, c'est plus compliqué là. 21e offensive rating avec 113,5 points. Parfois lent, parfois prévisible, et parfois Jimmy Butler qui joue chef d'orchestre, mais sans instrument. Compliqué quoi. Le net rating est quand même positif, ce qui veut dire que le Heat marque un peu plus qu'il n'encaisse. Sauf que ce n'est pas assez pour gagner souvent. C'est comme si tu faisais toujours mieux que ton voisin à table, mais que c'est lui qui repart avec les restes. C'est embêtant. Bref, une équipe sérieuse, disciplinée, mais un peu essoufflée. Pas de drame, pas de panique, juste pas encore de top 6. Jetons un œil maintenant à l'effectif en ce bel été. Spoiler, c'est pas très équilibré, mais il y a quand même du talent. À la main, on a Terry Rozier. C'était censé être le mec qui met le feu. Mais cette année, il a surtout apporté de la frustration. Il a été tellement irrégulier qu'on se demandait s'il jouait dans le même Thailand que ses coéquipiers. Si le Heat avait un moteur, Rozier, lui, il a passé sa saison à caler le mec. Ensuite, aux arrières, t'as Hero et Robinson. Ils sont toujours là pour balancer des brindilles à 3 points. Mais côté défense, quand ils jouent ensemble, c'est un peu le désert. Après, Hero, il a quand même fait une saison All-Star, avec de la création, et heureusement qu'il était là pour Miami. Sur les ailes, on a Wiggins qui est arrivé. Bon, lui, c'est un mystère, un peu comme monter un meuble Ikea. Il peut être super utile, ou des fois complètement incompréhensible. Derrière, il y a Highsmith. Lui, il fait le sale boulot sans râler, toujours précieux. Et Rackets Jr., qui est un peu un glue guy dont pas mal d'équipes rêvent. Mais par contre, ce qui me gêne chez lui, c'est qu'il n'a pas vraiment step up par rapport à l'année dernière. Ensuite, poste 4, c'est Nikola Jovic, qui progresse doucement, et Kyle Anderson qui apporte son intelligence, mais aussi sa lenteur légendaire. Bon, après, Spoelstra s'est tiré parti de tout, donc c'est pas trop gênant. Dans la raquette, on a Bam, qui reste le boss, le leader défensif et le cœur de l'équipe. Derrière lui, on avait le rookie Kelly Oubre, qui a fait une très bonne saison, intrigante. Et derrière, Kevin Love, qui apporte son expérience. Et aussi quelques conseils entre 2 paniers et 2 bières, on va pas se mentir. Bref, un effectif profond, qui est un peu déséquilibré, mais qui défensivement est quand même costaud. Par contre, on voit qu'il manque vraiment un créateur extérieur. Ce qui a bien marché cette année, c'était la défense, on l'a dit. 10e en NBA. Ça bosse dur, ça glisse, ça communique. Comme Haslem sous la sueur. Ensuite, l'adresse extérieure est pas déconnante. 12e à 3 points. On peut dire merci à Hero, Robinson et Rackets Jr. Un autre point positif, c'est qu'on a Bam Adebayo, un rock défensif, offensif, et qui amène vraiment cette hit culture. Forcément, Spoelstra aussi. C'est un magicien le mec. Il est capable de te transformer une rotation de G-League en équipe de playoff. Et enfin, ils ont quand même un bon socle de jeunes qui intriguent. Jovic, Rackets Jr. et Kelly Oubre. C'est plutôt prometteur. Bon, après il y a eu quand même pas mal de galères cette année. Déjà le trade de Butler. Ensuite, on peut voir que l'attaque rame. 21e offensive rating, 28e en rythme. Même les Spurs de 2005, ils auraient trouvé ça lent. Après, il n'y a pas de vrai meneur, pas de chef d'orchestre. Un Rozier qui était censé prendre ce rôle, mais qui déçoit. Et Hero, il a beau faire ce qu'il peut, c'est pas un créateur naturel et c'est pas un poste 1. Le Heat manque clairement d'idées et de plan B. Bref, il leur faut un cerveau dans la machine, sinon c'est Bam qui fait du pick and pop. Et puis on va croiser les doigts quoi. Alors qu'est-ce qu'il leur faut pour passer un cap ? On l'a dit, la création. Un vrai playmaker extérieur, un meneur,
ou un arrière, mais plutôt un meneur, capable de diriger le jeu et d'organiser l'attaque. Ensuite, s'il pouvait récupérer aussi un sniper fiable à 3 points sur le poste 1 ou 3, pour étirer les défenses, ça serait pas mal. Et derrière, tant qu'à faire, un ailier défensif polyvalent, ça fait jamais de mal. Un poste 3 ou 4 capable de switcher partout et d'intensifier la défense. Avec le pick 20, Miami a choisi Kasparas Jakusionis. C'est un combo guard de 19 ans venu d'Illinois qui fait 1m98 pour 93 kg. Il est capable de jouer 1, 2 et même dépanner au poste 3 parfois. Lui, son gros point fort, c'est la vision de jeu. Le gars, il voit le terrain comme un radar, il anticipe, il lit les défenses et il crée des occasions. Il est surtout très très bon en pick and roll, où il trouve les bonnes passes au bon moment. Il a aussi un dribble qui est propre, il attaque le cercle avec confiance, avec son physique. Bon, après il a aussi des défauts. Il peut se perdre sans le ballon et manque d'explosivité. Et il doit s'améliorer en défense face aux gardes qui sont plus rapides. Ce qui rassure chez lui, c'est sa mentalité, son sérieux. Il est bosseur, mature malgré ses 19 ans. Et ça, c'est notamment dû à son expérience internationale. Il est notamment passé par le Real Madrid. Il semble déjà taillé en tout cas pour devenir ce playmaker extérieur que le Heat cherche désespérément. Au niveau des compas, moi il me fait penser à Brandim Podziemski pour son intelligence de jeu. Il a, je pense, le plancher d'un Thomas Satoransky pour sa vision et son rôle de facilitateur. Et aussi dans le style, il me fait penser à Spencer DeWindy. C'est un combo guard avec du scoring et de la distribution. Jakusionis, pour moi, c'est un mélange de tout ça. Un créateur intelligent, polyvalent, encore perfectible mais prometteur. En résumé, Miami, pour moi, ils ont fait un super coup avec Kasparas Jakusionis. Déjà, il était attendu beaucoup plus haut. On le projetait top 10 et là, il le récupère avec le top 20. Et ensuite, ça vient combler vraiment tout leur manque. Un combo guard créateur, bon gabarit, vision de jeu avancée, mental solide. Bon, il doit progresser sur l'explosivité, le jeu sans ballon et la défense, mais il a tout pour devenir une pièce maîtresse du futur du Heat. Pour moi, c'est un pari intelligent, prometteur, et surtout un espoir de voir enfin ce Heat retrouver un vrai chef d'orchestre. Bon, maintenant la famille, on va passer à la troisième équipe, les Atlanta Hawks. Cette année, c'était un peu comme ce pote qui t'invite à une soirée pleine de promesses. Tu te dis, ah ça va être cool, on va s'éclater. Et au final, tu restes à poireauter toute la nuit à regarder ton téléphone en te demandant si tu peux rentrer chez toi. Voilà, les Hawks, c'est ça. Ils avaient le potentiel, la passion, mais au final, ils terminent 8ème à l'Est, avec un bilan de 40 victoires et 42 défaites. Ni impressionnant, ni honteux. Juste assez pour te faire lever un sourcil en mode « Ok, next ». Côté stats, c'est un peu la zone moyenne. Un grand écart entre pas mal et pas fou. En attaque, ils sont 18ème avec un offensive rating à 114,6. Ça joue, ça marque, mais pas assez pour te faire sauter de ta chaise. On est loin du « ça défouraille tout !» Plus dans le « ça marche, mais bon, c'est pas la fête ». En défense, c'est plus dur. 19ème avec un defensive rating à 115,7. En gros, c'est comme un château avec des murs en carton. Ça tient la route, mais un adversaire motivé peut passer en mode Indiana Jones et traverser le décor en explosant tout. Le net rating il est à moins 1,1. Ça veut dire qu'ils prennent un chouïa plus de points qu'ils n'en marquent. C'est comme tu sais finir un bon repas en te disant ça cale, mais bon, j'aurais quand même bien pris un dessert. Donc voilà, les Hawks, c'est l'équipe du ventre mou. Ni vraiment effrayante, ni vraiment invisible. Un peu le on est là mais ce n'est pas la fête non plus quoi. Passons au roster maintenant. Au poste de meneur, on a Trae Young, la star incontestée. Ce mec, c'est un chef d'orchestre. Il est capable de te mettre 40 pions comme s'il jouait au mini-basket dans son jardin. Derrière, c'est Krejci, un mec plutôt discret, mais qui fait pas de bruit, mais qui est toujours là pour faire le taf. Sur les ailes, au poste d'arrière, on a Daniels. Le mec a fait une saison énorme. Personne n'attendait à ce niveau-là après sa saison aux Pelicans. Un bon défenseur, facilitateur, et qui peut même scorer de temps en temps. Bufkin, derrière lui, c'est un projet, un 6ème homme, qui va amener de la création normalement. Pour l'instant, c'est encore trop superflu. Poste 3, on a notre Frenchie, Rizaché. Lui, il a fait une saison presque digne d'un Rookie of the Year. Il amène de la défense, il joue intelligemment, il est athlétique et il shoot bien. Il n'y a plus qu'à le développer, mais ça sent le tout cuit pour lui. Sur les postes 4 et 5, on a Johnson. Le pauvre, lui, il a été blessé une bonne partie de la saison, mais il avait montré des choses super intéressantes. On voit même en lui un potentiel All-Star. À côté, on a Porzingis qui vient d'arriver.
Lui, il va amener du talent et de la création et du shoot qui manquait au niveau du secteur intérieur des Hawks. En plus, il est grand et il peut amener un peu cette dissuasion qui faisait grand défaut aux Hawks. On a Okongwu aussi. Lui, c'est l'intérieur polyvalent qui va combler tout ce qu'il peut. C'est pas un All-Star, mais c'est un mec super utile. En gros, on a un mélange d'expérience et de talent avec quelques points d'interrogation. Au niveau des points positifs, les Hawks, ce qui allait bien, c'est que les Hawks, ils jouent vite, très vite même. La pace classée 3ème de la NBA. C'est du basket en mode Formule 1. Accroche-toi, ça va vite. C'est pas pour les cardiaques ici. Côté attaque, ils sont 5e en productivité. Ils savent mettre des points au tableau, et avec style en plus, ça fait zizir. Trae Young, c'est leur franchise player. Capable de basculer un match, de faire basculer un match à lui tout seul. Quand il est chaud, c'est chaud pour les adversaires. Derrière, on a un management aussi qui s'est mis en place et qui fait preuve d'intelligence. Pas de trade foireux à la dernière minute, plutôt des coups calculés. Et surtout, il mise sur la jeunesse avec un vrai noyau. Risache, Johnson, Daniels, de quoi garder de l'espoir sur le long terme. Bon, après le soleil, il y a aussi des nuages quand même. Défensivement, c'est compliqué. 27e au nombre de points encaissés. En gros, ils ouvrent la porte comme s'ils organisaient une garden party. Ils laissent rentrer tout le monde. La protection de cercle, c'est clairement pas leur fort. Et ça se paye cash chez eux. Ils ont eu aussi pas mal de blessures. Johnson qui a traîné une belle blessure assez inquiétante. Et puis, il y a cette irrégularité chronique. Tu sais jamais trop quel Hawks tu vas voir sur le terrain. Un bon ou un mauvais. C'est un peu la roulette russe version NBA, les Hawks. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut pour améliorer tout ça ? Pour moi, ce qu'il faut avant tout, c'est un protecteur de cercle solide au poste 4 ou 5, histoire de boucher les trous béants en défense. Ensuite, il leur faudrait aussi un créateur secondaire poste 1 ou 2 pour soulager un peu triangle et varier les attaques. Et enfin, un sniper extérieur sur les postes 2, 3 ou même 4, ça leur ferait pas de mal, parce qu'un bon tireur à 3 points c'est toujours précieux, surtout quand la défense adverse commence à s'avancer. Les Hawks, à la draft, ils ont pas fait les choses à moitié cette année. Avec leur 13e pick, ils ont réussi un super trade. Un premier tour prometteur pour l'année prochaine, et le pick 23 de la draft. Un peu comme si tu gagnes un ticket pour la prochaine partie au casino, tout en gardant un joker dans ta manche. Et en plus, avec leur 23e pick, ils ont chopé le joueur qui visait avec le pick 13. Bref, ils ont joué au poker avec leur pick, et ils ont l'air d'avoir eu une très bonne main. Avec le pick 23 du coup, ils ont chopé Hassan Newell, un gamin de 19 ans. C'est un intérieur longiligne, un vrai grand sorti d'un film de science-fiction, 2m10 pour 100 kg. Et une envergure de 211 cm. Cerise sur le gâteau, il vient de Géorgie, donc à Atlanta il est presque à domicile. Sur le terrain, c'est un mur défensif. Il protège la raquette comme s'il avait signé un contrat secret avec la NASA. Il interdit l'accès aux adversaires. Et en plus, il peut switcher sur des forwards, des gardes, bref. Un peu comme un personnage de jeu vidéo qui change d'arme en un clin d'œil. En attaque, c'est plus dur. Il finit plutôt bien au cercle, en lob, en alley-oop. Ce qui donne des fois des waouh dans le public. Par contre, son shoot extérieur, même s'il a fait des progrès, il est encore maladroit. Son tir à 3 points, en fait, c'est un peu comme ce pote qui te raconte une blague un peu bancale. Parfois ça passe pas, et souvent même. Après, il est léger. Faudrait qu'il se muscle un peu. Parce qu'en NBA, il y a quand même des gros tanks qui traînent dans la raquette. Après ça, je me fais pas de soucis, il va réussir à prendre de la masse. Mais bon, dans l'ensemble, Assa, c'est du solide. Pour moi, c'est un futur titulaire à NBA. À condition qu'il bosse dur, bien sûr. Et au niveau des compas, je vais aller assez vite, mais je pense que c'est un mix entre Chris Boucher, Paul Reed, et même un peu de Jaren Jackson Jr. Je pense vraiment qu'il peut devenir un défenseur élite. En plus de ce pick 23, il y a le pick 2026 qu'ils ont récupéré dans le trade. Ils ont fait un super coup. Le pick, il vient des Bucks ou des Pelicans. Et pour moi, c'est comme avoir un joker caché en jouant au poker. C'est très malin. Parce que les Bucks et les Pelicans, vu le contexte, ça peut donner un pick super intéressant. Donc voilà, pour moi, le nouveau GM, il a choisi la patience. Il a fait une stratégie d'échec. Même d'échec et match, je pense. Du boulot bien fait, posé. Atlanta, ils ont les graines solides. Et si tout pousse bien, on pourrait bientôt voir des Hawks qui ne se contentent plus d'être sympas, mais qui vont vraiment faire peur. Alors on peut les applaudir parce que cette draft, c'est du sérieux et ça fait plaisir. Maintenant, j'aimerais faire aussi des mentions honorables, parce que je trouve qu'il y a d'autres équipes qui s'en sont super bien sorties à la draft. Pour commencer, les Kings. Ils n'étaient pas prévus à la draft. Ils ont récupéré des picks et chopé Nick Clifford et Maxime Reynaud en fin de second tour. Ensuite, pour moi, il y a les Wizards. Ils récupèrent du talent avec Trey Johnson sur des postes qui leur faisaient défaut. Ils récupèrent aussi Will Riley, un vrai prospect, et des seconds tours pour le futur. Après, forcément, il y a les Mavs.
Forcément, quand tu récupères Cooper Flag, t'es un grand gagnant à la draft. Je pense que les Sixers ont fait une super draft aussi. Ils récupèrent des manques à des postes qui leur faisaient défaut et du potentiel avec Edgecomb. Johnny Broome va combler aussi des manques en rotation derrière Embiid. Enfin, pour moi, il y a Orlando aussi qui fait une super draft. Ils récupèrent Jace Richardson en fin de premier tour. Il leur manquait du shoot et de la créativité. Il va venir remplacer Cole Anthony sans problème. Et en plus, ils récupèrent notre Frenchie Noah Penda, qui, je pense, va pouvoir apporter de la défense et du moteur dans une équipe comme les Orlando Magic. Ça fit bien. Pour moi, enfin, il y a aussi les Bulls qui, je trouve, ont fait une draft plutôt intelligente en récupérant Noah Essengue, un vrai potentiel, un diamant brut. Et ils ont la place. En plus, ils fit plutôt bien avec leur style de jeu. Donc voilà, c'était Top Pick aujourd'hui. Un podcast sur les équipes qui, à mon avis, ont réussi leur draft 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous faire des commentaires et surtout à me dire aussi, vous, quelles équipes vous trouvez qui ont réussi très bien leur draft. Je vais poster le podcast sur Spotify après YouTube. Et après, si jamais vous n'avez pas vu mon compte Insta, n'hésitez pas à aller checker. Je fais des visuels sur les podcasts en préparation. Voilà. Faites tourner. Je viens tout juste de débuter. Moi, je prends du kiff. J'espère que vous kiffez aussi. Et je vous dis à bientôt. Allez, la bise.